Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le podcast de Paris Basketball On Air. Au programme ce soir, oui, nous allons parler d'une victoire du Paris Basketball, la première en championnat depuis Strasbourg le 15 janvier dernier. Les hommes de Woodweaver l'ont emporté 86-76 contre Gravelines Dunkerque, une victoire capitale dans les sports de play-off. Et avec moi, comme les victoires du Paris Basketball, il est aussi de retour, c'est Antoine. Salut Antoine. Salut Flavien, oh quelle annonce. Ah, quelle annonce et quel match, peut-être aussi des Parisiens qui l'ont emporté avec une manière plutôt belle. On va y revenir tout au long de cet épisode. Je te laisse même démarrer très rapidement, Antoine. Paris retrouve enfin le goût du succès. On l'a dit quasiment un mois et demi après l'avoir laissé à Carpentier contre la SIG Strasbourg. Tu l'as très bien dit, cette victoire parisienne en championnat était extrêmement attendue. Bon, elles le sont toutes, hein, mais cette victoire encore plus parce que Paris continuait un petit peu à redescendre dans les méandres du classement de Betclic Elite, à en oublier que la priorité c'était le championnat et le maintien toujours, car il n'est pas acquis, même si cette victoire-là fait beaucoup de bien au Paris Basketball. Mais voilà, comme tu l'as dit, les supporters, les joueurs, les observateurs attendaient cette victoire-là et ça fait du bien d'avoir un Paris Basketball qui a remontré un visage intéressant malgré une équipe diminuée. On en reparlera, diminuée, qui a permis à d'autres de se mettre en avant, de continuer à se mettre en avant et à d'autres de continuer à émerger. Je spoile pas en disant les noms, mais ils vont très vite tomber. Donc non, ça fait du bien, c'était nécessaire et victoire capitale, comme tu l'as dit. Donc, pour un peu citer le pouls de la rencontre, le déroulé de la rencontre, Paris qui donc jouait encore une fois sans Kyle Holman et sans Axel Toupane, les deux qui sont blessés depuis maintenant. Kyle Holman s'était blessé contre Strasbourg, je crois que Axel Toupane c'était le match d'après, donc ça fait aussi un mois et demi, un gros mois en tout cas que les deux sont absents et n'ont pas rejoué avec Paris. Il y a eu un début de match plutôt en faveur des Parisiens, même si à la fin du premier quart-temps il y a égalité. On voit que Gravelines a quand même un déficit en adresse, et puis petit à petit Paris a installé son rythme, s'est retrouvé à jouer son basket en tout cas, et à creuser l'écart petit à petit. Il y a eu une petite frayeur en début de quatrième quart-temps où voilà, on croit que Gravelines Dunkerque va revenir, il y a 5 points d'écart, et puis Paris s'envole en fin de partie pour finalement l'emporter de 10 points, 10 points à la fin. Qu'est-ce que tu retiens principalement là, en premier lieu de cette partie? On a fixé plusieurs points, mais lequel te vient peut-être plus à l'esprit là en premier? Tout d'abord, l'intensité du match, le rythme extrêmement rapide dans lequel ce match a débuté, sans pour autant, après ça c'est un avis personnel, on en parlait en off, sans pour autant je sois impressionné par le début de match parisien. Et petit à petit, les Parisiens ont commencé à s'imposer, à imposer leur rythme, à profiter, à rentrer les tirs ouverts, à provoquer des fautes, à se battre à l'intérieur et à surtout, profiter du fait que le BCM Gravelines n'était pas spécialement efficace, pas spécialement adroit de loin et pas dangereux, pas tout le temps dangereux, on va dire, parce que voilà, c'est quand même une bonne équipe à l'intérieur. Donc ça a fait du bien à ce Paris Basketball-là, qui a quand même, voilà, comme tu l'as dit, c'est pas du tout méchant ce que je veux dire, mais on a cru à une Paris Basketball, c'est-à-dire une remontée de Gravelines en fin de match, qui n'est pas arrivée et heureusement, ça prouve que ce groupe a le talent pour conserver des victoires. Et non, c'est surtout ça à retenir, c'est la capacité à conserver une victoire et à se montrer, à être présent et la force d'un groupe, la force d'un collectif, en l'absence de Toupane et de Kyle Holman qui pouvaient être préjudiciables, à voir. Au final, on a d'autres joueurs qui sont ressortis, qui se sont mis en avant et c'est ça qui est le plus important et surtout la versatilité de l'attaque parisienne était pas mal. Bon, on a 5 joueurs hein, qui terminent avec plus de 13 d'évaluation. Ça montre aussi, donc, je te le disais, la polyvalence de cet effectif a brillé par plusieurs individualités. Je te propose qu'on commence par peut-être l'un des points les plus gros, c'est l'impact de la raquette parisienne. Car dans les joueurs qui ont été très bons, Amir Sims et Jeremy Evans ont fait un boulot fantastique. Que ce soit donc Amir Sims qui finit avec 22 d'évaluation, la meilleure évaluation de son équipe, 17 points, 10 rebonds, double-double. Un peu quelques pertes de balles, mais on va revenir un peu sur son cas. Et puis Jeremy Evans, 17 d'évaluation, quasiment en double-double avec 11 points et 9 rebonds. Beaucoup d'impact dans la raquette et surtout en attaque. Je veux bien ton avis, Antoine, sur le match. Déjà, on va commencer par Amir Sims, mais de la raquette globalement, sur la rencontre de ces deux joueurs.
Brièvement, Amir Sims, avant de rentrer vraiment un peu plus dans la raquette, c'est le cas de le dire, vraiment. Amir Sims, j'ai trouvé extrêmement présent, ce soir. Je l'ai trouvé très présent, offensivement, assez efficace. Attends, je ses stats sous les yeux. Oui, il est à 6 sur 9, 4 sur 5 au lancer, donc il parvient à obtenir ses fautes. C'était une vraie menace, pour les défenseurs de Gravelines, d'autant plus qu'il a une capacité à stretch, qui est extrêmement gênante pour ses adversaires et d'autant plus quand on peut aligner un Kamagaté ou un Jeremy Evans avec. Sa capacité à prendre du rebond offensif, il en prend 3. Un vrai impact physique offensivement. Défensivement, il y a encore, je trouve, des absences, ne serait-ce que de la dissuasion. Je le vois pas dissuader, je le vois pas aller se battre quand ça commence un petit peu à s'accélérer défensivement. Mais on va plutôt retenir le positif parce qu'il est en 22 d'évaluation et plus minus de 5. Mais il y a quand même une vraie belle performance chez Amir Sims ce soir, que je trouve a été le joueur le plus. Pas le, pour moi, ça n'a pas été le plus impactant de la rencontre, mais ça a été celui qu'on a le plus vu. Et c'est pas pour déplaire parce qu'on a vraiment besoin de lui dans ces moments-là, je trouve. Et puis Jeremy Evans, qu'est-ce que tu as pensé de sa rencontre? Pour Amir Sims, je suis un peu d'accord sur tout ce que tu as raconté. Je dirais même peut-être un peu que sa défense il se voit toujours, hein, qu'il est beaucoup moins à l'aise défensivement qu'offensivement, mais que son travail, notamment au large, a beaucoup aidé. Et je te laisse du coup dire ce que tu as pensé de la prestation de Jeremy Evans. Encore une fois, Jeremy Evans a fait du Jeremy Evans, c'est un joueur polyvalent, très efficace, athlétique, costaud. Lui, défensivement, il est là, il est présent. Il a un profil, il stretch moins que je trouve qu'Amir Sims, donc il est un petit peu moins dangereux dans cette, de là, même s'il met quand même son tir à 3 points, il en prend le même qu'Amir Sims, le même nombre, 2. Il en met un aussi, présent au rebond offensif, mais dans un rôle beaucoup plus différent, beaucoup plus présent, beaucoup plus, j'ai envie de dire cérébral, pas qu'Amir Sims ne l'est pas, mais on va voir un jeu beaucoup plus tempéré, beaucoup plus calme, pour Jeremy Evans. Ça me rappelle vraiment même, la première analyse qu'on a faite de lui, c'est-à-dire un joueur qui prend le temps, sans non plus prendre 10 ans, pour observer ce qui se passe autour de lui. Et du coup, vraiment, il n'a pas fait de passe décisive à proprement parler, mais même, il permet vraiment à ses coéquipiers de se déplacer plus librement. C'est un vrai point d'ancrage en fait dans cette équipe parisienne. Et en termes voilà, d'athlétisme, je le trouve beaucoup plus impactant, encore une fois, que Amir Sims, pardon, j'allais le reciter. Et c'est très intéressant. C'est un joueur que je trouve très régulier. C'est très rare de le voir moyen ou de rater une rencontre. Par contre, quand il en réussit une, c'est très rare aussi de voir Paris perdre. Et je trouve que ça a été le cas ce soir. Donc, il frôle le double-double puisqu'il a 11 points, 9 rebonds. Pareil, 3 rebonds offensifs. Beaucoup plus dans la dissuasion, je trouve, qu'Amir Sims, mais ça rejoint ce que tu disais sur le fait qu'on cherche encore la défense d'Amir Sims beaucoup trop souvent, je trouve. Peut-être pour appuyer nos propos sur la raquette parisienne qui a dominé, on a un nombre de rebonds qui est quand même assez conséquent d'un côté et très peu de l'autre. Paris a capté 42 rebonds, dont 19 pour la paire dont on parle depuis tout à l'heure. Seulement 22 pour le BCM qui a eu beaucoup, qui a eu aussi affaire à moins de tirs parisiens. Paris attendait 56 tirs contre 69 pour le BCM, pardon. C'est ça, 69, j'étais en train de recompter. Paris a eu beaucoup plus de lancers francs, mais du coup, a montré dans sa raquette, s'est montré beaucoup plus adepte à attraper la balle, ce qui est pas forcément le cas, à tous les matchs, hein. Alors on sait que Paris est une équipe qui prend beaucoup de rebonds, mais elle prend beaucoup de rebonds parce qu'il y a beaucoup de possessions. Et là, pour le coup, ça a été très fort. Dans la raquette parisienne, Paris prend 32 rebonds défensifs contre 6 rebonds offensifs côté Gravelines. Je pense que moi, la marque, elle se trouve ici, quand on voit la panne d'adresse qu'il y a eu, côté Gravelines globalement sur toute la rencontre. Il y a que Kenyon Bolton qui a mis des gros tirs à 3 points, mais voilà, dans la globalité, on n'a pas vu une équipe de Gravelines très dominante dans le secteur intérieur. Ça, oui, oui. Là, les intérieurs de Paris se sont régalés. Quand je te dis les intérieurs, je pense même à un Tyrone Wallace qui est pas loin du triple-double, hein, qui termine avec 13 points, 11 passes et 8 rebonds. C'est plutôt rassurant en fait de voir cette équipe dominer en fait dans des aspects du jeu où elle veut dominer. C'est une équipe athlétique, on le rappelle à peu près à tous les podcasts qu'on fait depuis 6 mois. Et là, tu vois justement qu'avec l'athléticité que tu as, ça te permet d'aller chercher des victoires. Quand tu regardes un peu le plus-minus de tous les joueurs, Jeremy Evans, il est à 27 de plus-minus. C'est-à-dire que quand il est sur le terrain, l'équipe elle est à 27-0. C'est quand même
fou dans une victoire où tu ne gagnes que de 10 points, que tu aies un joueur qui soit aussi valuable. Et de le conserver ce plus-minus. Oui, voilà, parce qu'il il monte petit à petit, mais il permet en fait à son équipe de l'emporter en fait plutôt facilement parce que tu te mets dans les bonnes conditions, dans la meilleure disposition possible pour aller chercher une victoire que tu espérais. En plus contre une équipe, on l'a pas forcément dit en début de podcast, mais qui est une équipe qui est dans le même créneau que Paris, hein, qui était à 10 victoires. Donc là, maintenant, ils sont à 10 victoires, Paris à 9. Il y a plus une victoire d'écart. L'étau se resserre globalement et il fallait absolument pour Paris la prendre. Je te propose, Antoine, qu'on enchaîne sur autre chose. On a vu peut-être que c'est pas impossible en tout cas que les supporters de Gravelines le voient comme ça. En tout cas, Paris a provoqué en tout cas beaucoup de fautes, on a fait beaucoup moins. 21 fautes provoquées, seulement 11 réalisées. Bon, est-ce que c'est un coup des arbitres, Antoine, ou alors est-ce qu'on a vu justement la domination physique dont on parle depuis tout à l'heure? Non, pour le coup et ça a toujours été le cas, je pense, que ça soit, Lilian, toi ou moi. On est toujours à même de très honnête dans cette, quand ça va bien, quand ça va mal et quand les arbitres, ont pu favoriser Paris. Pour le coup, je trouve pas. Je trouve vraiment, c'est que Paris a énormément provoqué, à l'image du jeu externe, à l'image d'un jeune Bégarin qui a beaucoup, beaucoup, beaucoup provoqué. Un Tyrone Wallace a été vraiment infernal, je pense pour la défense de Gravelines sur ce match-là, même si on l'a quand même beaucoup cherché, hein, dans cette rencontre, je parle en tant qu'observateur, hein, je parle pas des joueurs adverses. Mais non, au final, je trouve que c'est vraiment les Parisiens qui ont réussi à provoquer leur faute, à être amenés sur la ligne des lancers, comme tu l'as dit, ça finit à 16/20 et quand Paris réussit, on sait le nombre de fois où Paris s'est raté dans ce secteur de jeu qui est primordial et qui sont des points, on va dire, en mettre des grosses guillemets, «faciles». Ah, c'est extrêmement plaisant. Même je citerai Amar Gegic qui a beaucoup même surtout dans le 3e quart-temps, qui a été très, très présent, que ce soit dans le positif comme dans le moins bien et qui a beaucoup attaqué le cercle, vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup. Donc on a vraiment une équipe parisienne qui a appuyé sur une plaie du BCM, qui a vraiment, qui a et ça a fait couler beaucoup de sang, beaucoup d'encre sur cette équipe-là et ça a même un petit peu mis à bout, après je pense que enfin ça a mis à bout même Laurent Le Guen et son staff parce que c'est sûr qu'au bout d'un moment, il y a j quand on perd comme ça, on a toujours envie de dire que c'est la faute des arbitres. Pour le coup, moi je le vois pas comme ça. Je sais pas toi comment tu le vois, mais je pense que c'est surtout voilà, c'est de la provocation et on a enfin provocation de faute qui a amené au fait que, ben, Paris a eu ses lancers et pas tellement un arbitrage puisque l'arbitrage était plutôt bon, moi j'ai trouvé ce soir. Ouais, peut-être que tu as eu des coups de sifflet un peu bizarres, mais dans la globalité, j'ai pas trouvé que ça avait influencé en fait le sens de la partie. Je pense que Paris l'aurait emporté en fait, même sans les quelques coups de sifflet, genre direct 2-3, ou peut-être que tu les avais pas dans l'autre sens. Après, moi je pense vraiment que Paris avait quand même la victoire, dans les mains, même s'il y avait pas ces coups de sifflet. Bon, on va pas faire non plus, beaucoup sur l'arbitrage. On a parlé de pas mal de joueurs intérieurs, on parlera d'un joueur extérieur plus tard. Mais, même sans Kyle Holman, je te propose peut-être qu'on passe un peu sur la partie extérieure de l'équipe et je voulais savoir un peu ce que tu as pensé globalement de cette traction arrière sans Kyle Holman qui, bon, depuis un mois et demi n'est plus là, mais on voit un Tyrone Wallace être un peu au four et au moulin, dans tous les compartiments du jeu. Ça a été encore le cas, ce soir, mais il est suppléé par Jean Béguerin. Tu as un peu parlé d'Amar Gegic. Qu'est-ce que toi, tu as pensé un peu de cette traction arrière, heu, qui, heu, qui globalement a quand même dominé parce qu'elle a ça a été un très bon match de leur part globalement. C'est exactement ça, ça a été un très bon match de leur part et surtout ils se complètent, c'est-à-dire que c'est des profils totalement différents, Pégarin est beaucoup dans la provocation, on l'a dit, on va pas, repartir dans ce débat-là. Mais, on sent quand même que ça manque d'un autre, porteur de ballon. Parce que Bégarin et Guéguic sont pas on en parlait de Guéguic notamment il y a quelques podcasts. C'est différent, en porteur de ballon, c'est quand même très forcé et parfois un peu trop forcé, un peu trop poussé à l'extrême dans cette volonté de soit de faire des stats, soit de perforer une défense
quitte à aller trop vite. C'est ce que j'ai trouvé notamment chez Guegic dans le troisième quart-temps et chez Bégarin dans son jeu de provocation qui parfois est un petit peu trop forcé et même s'il a fait un très bon match et Guegic n'a pas été mauvais non plus, c'est, heureusement que Tyrone Wallace est là pour remettre les pendules à l'heure et qu'on se dise vraiment que c'est lui le meneur, c'est lui qui pose un peu le jeu et qui distribue. Ben, voilà, 11 passes décisives, il est pas loin du triple-double au final, hein, je revois là, mais ouais, 8 rebonds et voilà, bah, après il fait 5 pertes de balles, mais comme tu l'as dit, il est au four et au moulin donc ça peut expliquer certaines choses et certaines statistiques et pertes de balles. Mais non, encore on en parlait tout à l'heure, hein, c'est une ligne arrière qui est assez polyvalente, enfin qui se complète plutôt pas mal, plutôt au-delà d'être polyvalente. Donc c'est intéressant, c'est intéressant. Après voilà, faut parfois apprendre à modérer, à tempérer le jeu et pas foncer tête baissée comme ça a souvent été le cas, je trouve, pour les 3 en fait. Vraiment pour les 3, sauf que, ben, Tyrone Wallace, ça peut s'expliquer un petit peu plus de par sa capacité à être un meneur, ben, total, un vrai meneur, là où les autres ne sont pas des porteurs de balles, j'ai envie de dire prioritaires. Est-ce que tu as été inquiet quand parce qu'on a vu le match ensemble, mais i on a vu globalement les ballons perdus s'amonceler petit à petit. Est-ce que tu as eu peur, en fait, que justement ce soit l'élément déclencheur d'une possible défaite? Parce qu'on voit justement que Gravelines ne perd que 7 ballons pour 19 passes décisives. Paris en perd 17 pour 21 passes décisives. On a des ratios qui sont complètement différents et encore une fois, Paris a du mal à forcer les pertes de balles adverses et par contre, on perd une quantité assez monstrueuse. Est-ce que c'est peut-être le point noir qui aurait pu faire basculer la partie selon toi? Oui, parce que ça a déjà été le cas cette saison. On ne citera pas des matchs, mais enfin, on pourrait. Mais oui, ça a déjà été le cas, au final, de voir, tu l'as cité en début de podcast, c'est un 4e quart-temps un petit peu inquiétant. Oui, parce que, bah, cette équipe-là nous a malheureusement habitués à perdre des rencontres comme ça, alors qu'elle en a totalement les moyens de battre quasiment tout le monde. Et quand tu vois, voilà, comme tu l'as dit, quand tu commences à perdre des ballons, c'est des joueurs qui non plus sont pas habitués à mener constamment, donc une perte de balle peut soit amener derrière à on recadre les choses, soit enchaîner les pertes de balles et derrière, bah, heureusement que Gravelines n'a pas eu l'efficacité, constante que d'autres équipes ont eu avant et qui font un peu jurisprudence parce que maintenant dès que tu mènes avec Paris et c'est un sentiment que j'ai personnellement, je suis jamais confiant totalement parce que j'ai toujours peur que l'adversaire notamment retrouve de l'efficacité, redevienne vraiment létal, dans ses tirs extérieurs, dans sa capacité à mieux défendre, et que Paris s'écroule et c'est un problème que je trouve très récurrent et je suis très content parce que Paris l'a montré aussi plusieurs fois cette saison qu'il était capable de remédier à ce problème-là. Ce soir, ça a été le cas. Mais je crois que je te l'ai dit à un moment en off quand on regardait le match, quand j'ai commencé à voir un ou 2 tirs rentrer à mi-distance tête de raquette et un tir de loin à 3 points dans le corner de Gravelines, je me dis: «C'est quand même un scénario qu'on a souvent vu et c'est un scénario qu'on n'aime pas côté Paris», donc oui, j'ai eu peur. Il y en a un qui a pas du tout eu peur et qui nous fait une saison qui est quand même assez exceptionnelle. On va en parler pour en plus en focus ce soir. C'est Gauthier Denis. Gauthier Denis qui joue 30 minutes, 19 points à 5 sur 8 à 3 points, 4 rebonds, 19 d'évaluation, plus 10 de plus-minus. Qu'est-ce qu'il a mal fait ce soir? Est-ce qu'il y a quelque chose qu'il a mal fait, en fait? Je dirais qu'il a pas assez levé les bras à certains moments quand il était ouvert, du coup ses coéquipiers l'ont peut-être pas vu. Honte sur lui vraiment. Non, non, je rigole, mais non, il a rien fait de mal, je trouve. Au contraire, il a été bon défensivement, il a été, ben, comme d'habitude, hein, je pense qu'on connaît un petit peu les capacités extérieures de Gauthier Denis en catch and shoot, parfois il s'est pris vraiment des ballons de Super Bowl, j'ai trouvé. Mais voilà, bah, dans l'ensemble, très bon match comme tu l'as dit, il nous déçoit, rarement, voire jamais. Il assume ce nouveau rôle de capitaine, depuis le départ de Dustin Sleva. Il a grappillé des minutes, il a commencé à 10 minutes en bout de banc, ce soir il est à 30 encore une fois, du fait de l'absence. Non, ça a été un match complet au rebond, il prend même un rebond offensif, tu vois? C'est pas rien non plus, c'est une stat qui compte. Il est extrêmement impliqué, son plus-minus, c'est un des meilleurs de cette équipe aussi. C'est un match complet, c'est un match à la Gauthier Denis, extérieur efficace, comprend les systèmes, jeu sans ballon, très bon et à chaque fois en fait, ce qui nous frustre, c'est qu'on aimerait qu'il ait plus de ballons parce que, ben, il est très souvent ouvert, et il a pas toujours les ballons quand il est ouvert. Bon après, bah, on va pas non plus, lui filer la balle, tout le temps,
Non, c'est très, très bien, je trouve. Je sais pas ce que tu en as pensé, toi? Ah bah, parce que je suis globalement d'accord avec tout ce que tu dis. C'est vrai que quand il était, côté faible et que, il a parfois été ouvert, en fait, dans des situations où tu sais que s'il shoot, c'est du 50-50. Ah, c'est ficelle. Ouais, ouais, oui, non, mais même avec un défenseur pas loin de lui et quand il était un peu côté faible, il était pas forcément, tout le temps servi, ou en tout cas cherché. C'était peut-être un peu là où tu vois un peu tu un joueur qui peut prendre feu, qui prend feu, on va dire, dans cette partie, vu qu'il est, il a de l'adresse. Il a une saison à 3 points qui est exceptionnelle. Je crois qu'il est à plus de 46 à 3 points sur la saison. Donc c'est assez dingue puisqu'il a aussi, par rapport à l'année dernière, largement augmenté son nombre de shoots par match. Heu et puis là, ce soir, vraiment, en fait, il est au-delà du nombre de points, du nombre de shoots qu'il a mis, c'est surtout, je trouve, l'importance des shoots qui rentrent. C'est enfin, là, en fin de match, justement, on dit, il y a un moment, ils sont revenus à -5, Gravelines. Ça tremblait un peu des jambes côté Paris et pour remettre l'équipe dans la tête à l'endroit, bah, c'est un shoot de Gauthier Denis qui remet, on va dire, les pendules à l'heure et redonne, en fait, à Paris largement la confiance pour aller finir la de ce match. Je C'est pas si facile, hein, il me semble, le shoot, hein. Non, 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 C'est non, pas le mais plus facile qu'il a à on mettre, va pas hein. se mentir non plus, il prend pas que les shoots les plus simples à 3 points Oui, de c'est vrai. l'équipe, mais non, très ravi de voir qu'il est toujours, en fait, à ce niveau et il avait été récompensé du concours à 3 points All-Star Game en décembre et je trouve que sa saison dans la globalité, alors ça se ressent pas forcément, dans sa production, finale sur toute la saison, parce qu'il a pas une évaluation qui est énorme. Mais je trouve depuis la saison dernière, par rapport aux joueurs qui étaient déjà présents, pour moi, c'est le joueur qui a le plus progressé, positivement, depuis 1 an où, franchement, le joueur de la saison 2021-2022 n'est pas du tout le joueur qu'on voit cette année en 2022-2023. Donc c'est plutôt cool pour lui, tout simplement, de le voir à ce niveau. C'est très juste ce que tu dis. Eh ben, merci, merci, merci. Je te propose qu'on parle d'un autre joueur qui, avec les absences, a eu un peu de temps de jeu. On parle de Mohamed Diawara qui a joué 10 minutes. Qu'est-ce que tu as pensé un peu de son match? Bah, déjà, ça fait très plaisir de voir Mohamed Diawara jouer 10 minutes, 10 bonnes minutes. C'est vrai, c'est toujours surprenant, on se pose toujours la question, mais il y a Mo sur le terrain là? Parce qu'on est tellement peu habitué et j'espère qu'on va continuer à se poser cette question et qu'elle disparaisse à un moment puisqu'on va s'habituer à le voir. Il met son tir à 3 points, il en prend 2 notamment. Après, présence à l'intérieur aussi, il a apporté, ben, de la taille, il a apporté pardon, comme tu l'as très bien dit depuis le début, des capacités athlétiques. C'est un joueur qui a beaucoup de potentiel et ça fait plaisir sur un match qui était quand même il y avait une petite avance parisienne, mais il y a eu ce côté un petit peu serré aussi, la crainte d'un retour, de Gravelines à l'extérieur, la confiance, du staff et du coach pour, Will Weaver, pour le faire jouer, le faire rentrer, le faire rester et c'est bien, ça fait plaisir, ça fait plaisir. J'écoutais, le podcast qu'on avait tourné sur les espoirs et sur, pardon, sur le futur de Mohamed Diawara et c'est vrai que le voir, prendre de plus en plus d'importance, même si ça prend du temps chez les pros, c'est très agréable et pourquoi pas, prendre des minutes à d'autres joueurs dans la rotation, bah, qui gagnent ces minutes comme les autres l'ont fait, c'est bien, au moins il a sa chance. Effectivement, il a eu sa chance et il l'a plutôt saisie ce soir. Petit dernier point avant de nous quitter. Alors on l'a dit, c'était une victoire très importante pour le classement. Heu, je sais qu'on en avait parlé dans le podcast, sur le championnat qu'on a fait il y a quelques jours, qui est toujours disponible, hein, vous pouvez toujours aller l'écouter. On avait dit, si tu gagnes ni contre Gravelines ni contre Strasbourg, tes chances de play-off sont réduites à néant. Tu as fait la moitié du chemin, on va dire, pour ces 2 premiers matchs. Quel impact a eu cette victoire? On rappelle juste que là, bon, nous, on tourne, samedi soir, mais Strasbourg va affronter l'Asvel, dimanche en clôture de la 22e journée. L'impact, je pense que ça peut prouver, que même sans des cadres, Kyle Holman notamment, Paris peut aussi, ben, voilà, gagner des matchs importants, contre une équipe qui à domicile était redoutable, hein. Tu l'as même très bien dit, avant la rencontre, sur les réseaux sociaux, 9 victoires, une défaite contre Blois, si je me rappelle bien de ton tweet. Mais, et ça fait du bien, ça prouve qu'encore une fois, c'est toujours la même chose avec cette équipe de Paris, je trouve qu'elle est capable du meilleur comme du pire. Et quand elle est vraiment constante, quand elle arrive vraiment, voilà, à développer son jeu
même avec des absents, bah, ça peut être que rassurant, ça prouve qu'elle est capable de bien faire les choses. Après voilà, tu l'as dit, Strasbourg joue, bah, un dimanche pour nous actuellement qui tournons, et Strasbourg est le prochain adversaire, en championnat du Paris Basketball. Donc cette victoire-là va apporter une dynamique positive, de vraiment on regarde droit devant nous, et droit devant nous, c'est le prochain adversaire, c'est Strasbourg, et on s'éloigne de la zone du maintien parce que c'est important avant de penser play-off, peut-être penser maintien vu qu'on commençait à glisser doucement vers ces places-là. Donc maintenant, ça va nous permettre de savoir où on se situe dans ce championnat, quoi. Il faut aussi voir que Paris a fait une excellente opération ce week-end aussi parce que, bon, Fos-sur-Mer a gagné vendredi avec un très bon match de Milan Barbic, on va le souligner, l'ancien Parisien. Mais Blois a perdu, Nancy a perdu, Gravelines a perdu. Donc en fait, globalement, il y a pas mal d'équipes autour qui ont eu un coup d'arrêt ce soir. Et c'est justement là où Paris a son épingle du jeu à tenir. C'est que il faut gagner des matchs contre tes concurrents, certes, mais il faut aussi profiter des moments où eux, ouais, ils vont caler. Et là, bon, à part Fos, globalement, tout le monde est calé dans les mêmes, autour de Paris. Et Paris est 12e actuellement, pas loin d'aller chercher Strasbourg ou Gravelines, parce qu'ils sont plus qu'à une victoire. Tu as réduit déjà de moitié ton retard sur le 10e et le 11e. Là, elle était absolument impériale à remporter, on l'a dit de toute façon. Globalement, pour gagner, il fallait faire un 10 pour aller en playoff, il faut globalement faire un 10 sur 13 minimum. On est déjà 1 sur 1, et c'est, on va dire, le premier pas pour se remettre en course, pour aller chercher une place en playoff qui serait, on va pas se mentir, inespérée, mais en tout cas qui sera proche si tu gagnes de plus en plus de rencontres. La suite pour Paris, il va y avoir de l'Eurocup déjà cette semaine. Ça va être un déplacement à Hambourg pour le Paris Basketball. Bon, Paris est déjà qualifié, mais il s'agirait aussi d'aller sécuriser une place en playoff plutôt avantageuse déjà pour avoir l'avantage du terrain en playoff. Et puis Hambourg, donc déplacement aussi des supporters parisiens qui seront dans la salle en Allemagne. Et puis en championnat, donc on l'a dit, déplacement, encore une fois, beaucoup de déplacements en mars, vous allez le voir. Mais déplacement à Strasbourg sera samedi 11 à 20h, avec, on l'a dit, une victoire importante, peut-être des retours, hein, on ne sait jamais si Kyle Holman ou Axel Oui. Toupane revenaient de blessures, pour compléter un peu cet effectif qui est léger, hein, avec 9 joueurs ce soir, c'était un peu short. Nous, du coup, on va se retrouver non pas pour l'Eurocup, mais pour Strasbourg la semaine prochaine. Antoine, sauf si tu as un dernier mot, on va pouvoir couper cet épisode. Non, 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 tu as tout très bien dit. Les espoirs n'ont pas joué, donc on citera pas leurs prestations parce qu'ils n'ont pas joué. Et non, c'est très bien. Ouais, ils joueront la semaine prochaine également. Je crois que c'est 16h30 samedi, là aussi à Strasbourg en ouverture des pros. N'oubliez pas de nous suivre sur les réseaux sociaux. Twitter, c'est @ParisBTOnAir. Instagram et Facebook, c'est @ParisBasketballOnAir. Donc je le disais, on se retrouvera nous pour le débrief de la rencontre de Betclic Elite contre Strasbourg. D'ici là, prenez soin de vous et à très bientôt pour un nouveau podcast. Merci de nous écouter et à bientôt. Salut!